502e blog, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors exceptionnellement c'est moi, puisque Marie Derbès se trouve chez nos cousins helvètes en ce moment, du côté de Genève. Oh, attention. Oui. Hier soir, sur une chaîne de télévision, il y avait le débat des prétendants à la direction du Parti Socialiste. Est-ce qu'il y a encore un Parti Socialiste ? Écoutez, moi je crois que les partis ne disparaissent pas comme ça, surtout que celui-là est presque centenaire. Bon, il a subi de grands échecs, il a connu de grands succès, et peut-être peut-il se redresser compte tenu du fait de la dispersion, il faut bien le dire, des voix de gauche entre les différents impétrants. Donc, personnellement, je pense que Le Foll sera désigné, et, comme c'est un Breton, j'ai un petit penchant pour lui, bien qu'il soit socialiste. Et élu dans la ville du Mans, dans la Sarthe, qui n'est pas exactement la Bretagne. Oui, enfin, c'est une colonie. Alors, il n'y a pas que le Parti Socialiste qui se prépare à des mutations, ou même à des rénovations. Il y a aussi le Front National, puisque ce week-end, à Lille, il y a le 16e et peut-être dernier congrès du Front National. Est-ce que ça va être le dernier ? C'est une maladie contagieuse, le changement. Alors, un mot sur ce congrès. Comment vivez-vous les choses à distance ? Je ne sais pas. Il me semble que le congrès accorde une grande importance à l'élection du comité central, alors que Marine Le Pen ne le réunit pas quand il est nommé. Bon, alors je ne sais pas si ce n'est pas un congrès d'apparence. Je crois que tout tourne sur le changement de nom, le changement de fondation. J'attends de voir, mais je suis un petit peu sceptique. Cela étant, si Marine Le Pen retrouve les voix traditionnelles du Front National, les voix ES, eh bien, elle a des chances de pouvoir se redresser. Vous avez peut-être noté que le commentateur star de BFM, Christophe Barbier, pense que le changement de nom du Front National est une excellente idée et que c'est quelque chose qui peut apporter un renouveau réel au Front National. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, si le changement est si bon que ça, moi je lui propose de s'appeler Belzébuth Rasoir et de porter une écharpe bleue pour changer. Comme la rose bleue ? Comme la rose bleue du même métal. Un événement politique important s'est produit le week-end dernier en Italie. C'était les élections législatives avec la victoire d'une coalition de droite qui arrive en tête de ces élections. Et on apprend aujourd'hui que Silvio Berlusconi se dit prêt à aider M. Salvini de la Ligue à former un gouvernement. Donc il semble que cette stratégie d'alliance, en tout cas en Italie, porte ses fruits, comme elle avait porté ses fruits aussi d'une certaine manière en Autriche et dans d'autres pays d'Europe. Est-ce que c'est transposable à la France ? Est-ce que c'est spécifiquement italien ? Je pense que ça a tout de même un caractère un peu italien, cette largeur d'esprit, si j'ose dire, ou largesse d'esprit. L'un ou l'autre se dit ou se disent. Et je pense que le fait que Berlusconi, qui est un ancien Premier ministre, accepte de proposer ou de soutenir la candidature à la première magistrature du président de la Ligue, me paraît une excellente attitude démocratique. Alors en insistant sur le côté italien, on semble comprendre que vous êtes plus sceptique par rapport à la politique française sur un mécanisme du même genre. Malheureusement, oui. Je crois que nous sommes moins larges d'esprit, moins intelligents peut-être, moins cultivés après tout. Nous sommes les filles, n'est-ce pas, un peu de la civilisation romaine et grecque. Alors un mot de la privatisation des services publics dans un domaine précis. Il semble que la ville de Paris délègue à des entreprises privées le soin de taxer les contrevenants, les contraventions, et que ceux-ci ont tendance à surévaluer leur rôle et même à truquer leurs chiffres. Qu'est-ce que vous pensez de ces transferts en général de services publics en direction du privé, et notamment vis-à-vis des automobilistes ? À partir du moment où ça comporte une sanction pénale ou financière, n'est-ce pas, ou monétaire, je suis hostile à l'abandon du service public. Je crois que cette prérogative doit rester entre les mains de l'État, me semble-t-il, enfin de l'État ou des collectivités publiques. Alors quand on parle par exemple de transférer certaines responsabilités en matière pénitentiaire à des entreprises privées, comme ça se fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, vous y êtes également hostile ? Il s'agit là de la gestion immobilière et de la gestion
peut-être pénitentiaire aussi. Je dois dire que sur la gestion des bâtiments, etc., je trouve tout à fait normal qu'on s'adresse aux entreprises privées. En revanche, à partir du moment où il y a la mise en œuvre d'une sanction pénale, il me semble que l'État doit garder la main. Un sujet est en train de s'imposer dans l'actualité, il existe depuis longtemps, ça concerne l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Le gouvernement semble s'y intéresser. On se souvient que ce mouvement avait commencé sous Valéry Giscard d'Estaing avec Françoise Giroud, premier secrétariat d'État à la condition féminine. Mais vous pensez que pousser les femmes dans la voie professionnelle exclusivement comporte d'autres risques? Bien sûr, parce que les femmes dans notre pays remplissent plusieurs missions et quelquefois cumulativement. Ce qui, évidemment, leur est pénible, je le comprends. Souvent, la femme, dans un ménage, fait 3 métiers différents. Mais il me semble qu'en tous les cas, il y a un d'entre eux qui doit être particulièrement pris en considération. Avant tous les autres, c'est la maternité. Ce sont les femmes qui conçoivent les enfants et qui, généralement, les élèvent. Et dans ce sens, je pense que cette fonction doit être privilégiée et en tous les cas, elle ne doit pas être sacrifiée aux autres et on ne doit pas pousser systématiquement les femmes à se réaliser dans des professions en rivalité avec les hommes qui, eux, n'ont pas la possibilité d'enfanter. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas. La semaine prochaine, vous allez remplir votre rôle de député européen, vous siégerez à Strasbourg et vous allez retrouver là des personnes et des fonctionnaires qui ne semblent pas trop vous apprécier, puisqu'ils ont confirmé, à travers un jugement du tribunal de l'Union européenne, les sanctions qui vous visaient, ainsi que Bruno Gollnisch à propos de l'emploi de vos assistants parlementaires. Un commentaire là-dessus? Je trouve ça absolument scandaleux, et cette intrusion de l'exécutif européen dans les prérogatives du législatif européen me paraît tout à fait contraire à nos principes, comme pratiquement toute la procédure qui a été menée par l'exécutif européen est contraire aux principes généraux du droit. Et il s'agit là de procédures autoritaires qui rappellent le monde soviétique, qui justifie en quelque sorte ce qu'avait dit un Russe qui quittait l'Europe en disant « Je quitte le dernier pays soviétique d'Europe ». La France. Oui. La France et l'Europe. Et l'Europe. Alors hier soir, dîner annuel du CRIF, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est prononcé contre la réédition des pamphlets de Céline, mais en revanche, il pense qu'il ne faut pas occulter Charles Maurras. Ce sont les choix de M. Macron. S'il doit les justifier auprès du CRIF, il aura peut-être quelques difficultés, je ne sais pas. Ce dîner du CRIF prend d'ailleurs un caractère de cérémonie officielle de la République, un espèce de point de passage obligé, dont sont exclus tout de même un certain nombre de gens qui ne sont pas invités et qui, de ce fait, sont désignés comme des adversaires, en tous les cas, sinon des antisémites, au moins des non-respectueux. Alors c'est un point qu'a relevé l'un des vice-présidents du Front National, Louis Alliot, puisqu'il pense, lui, et il ne bâche pas ses mots, que le CRIF porte une responsabilité dans la montée de l'antisémitisme en France. Oui, c'est possible, oui. Ces attitudes provocantes peuvent avoir pour conséquence, en particulier sur le net, des débordements qui ne sont pas toujours appréciables, ni respectables, mais c'est ainsi. C'est à partir du moment où certains engagent le faire, ils ne doivent pas s'étonner qu'on le croise. Alors tout le monde suit votre parcours médiatique, c'est la promotion des mémoires de Jean-Marie Le Pen, le premier tome, la promotion, fils de la nation. Je réponds aux invitations qui me sont faites et qui, si on a la grâce de me parler de mon ouvrage, bien évidemment, je donne les explications que souhaitent mes interlocuteurs. Bon. Mais je crois que la meilleure manière de se faire une idée de mon livre, c'est moins d'écouter les commentaires que de le lire soi-même. Même quand les commentaires sont bons, mais après tout, ça peut encourager à le lire soi-même, à partir de bons commentaires, ce qui n'est pas si habituel. Vous n'êtes pas exclusif, puisqu'il y a quand même cette semaine quelques lectures dont vous souhaitez parler. Absolument. J'ai parlé déjà de 2 livres précédemment, mais je voulais les montrer.
Il y en a un qui est original, puisqu'il est de Simone Weil, avec un W, c'est-à-dire c'est la philosophe. Et il est original parce qu'il s'intitule « Notice sur la suppression générale des partis politiques ». Alors c'est plein d'intérêt, évidemment, c'est une vision philosophique des institutions. Vous pensez que Marine Le Pen l'a lu, puisque c'est ce qu'elle se propose de faire, non? Supprimer le Front National. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait lu, et ce sont les éditions... Ce sont les éditions Sillage. Sillage, voilà. Alors aussi un livre très intéressant dont j'ai parlé déjà, mais que je voudrais montrer, qui est d'André Makin, et qui est un Français d'origine russe, comme son nom l'indique. Cette France qu'on oublie d'aimer, et qui est plein de considérations critiques et élogieuses sur la France et l'esprit français. Ce sont les éditions Point. Et puis un livre alors très original, c'est un livre policier, mais c'est un policier qui se déroule à la Trinité-sur-Mer. Là où il y a un certain nombre de crimes qui sont commis, c'est en liaison avec la politique, et ça s'appelle La Régate du Saint-Philibert. C'est de Jean Feiler, et c'est aux éditions... Aux éditions du Palémon. Les éditions du Palémon. C'est amusant. Une précision peut-être. Intéressant. C'est un livre de fiction ou bien il y a vraiment une activité criminelle? Non, c'est un livre de fiction, c'est un roman policier. Alors encore un mot là sur votre livre à vous, puisque vous aurez un contact direct avec le public des lecteurs, ce samedi à Paris de 14h à 18h. Ça se passe à la Librairie Française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 5e arrondissement. Bartholdi, dans le 5e arrondissement. On verra s'afficher d'ailleurs ces informations. Et donc, premier contact avec les lecteurs de Fils de la Nation, tome 1 des Mémoires de Jean-Marie Le Pen. Je vais dédicacer. Vous allez dédicacer. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, et cette fois avec Marie, qui sera rentrée de son périple suisse. Merci de l'avoir remplacé. Merci à vous. Et à la semaine prochaine avec Marie.